Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les résultats de ma thèse vétérinaire qui s'intitule Étude de cas d'utilisation de l'autovaccin à Streptococcus suisse en élevage porcin. Tout d'abord, pour contextualiser l'étude, la succession des deux plots éco-antibio a permis une réduction nette de l'utilisation des antibiotiques en élevage et notamment en élevage porcin. Cette diminution est à mettre en parallèle avec une évolution de l'expression clinique de certaines maladies en élevage. C'est notamment le cas de la streptococcie du porc, dont l'agent pathogène est Streptococcus suis, et qui est responsable d'arthrite, de méningite et de mort subite sur des porcelets en PS. Cette bactérie se caractérise par une grande diversité génétique, ce qui rend son approche préventive vaccinale difficile puisqu'il n'y a pas de vaccin commercial disponible et donc cette prévention vaccinale repose sur l'utilisation d'autovaccins. Les autovaccins sont de plus en plus utilisés sur le terrain, ce qui montre une certaine efficacité. Toutefois, lorsque l'on questionne la littérature sur cette efficacité, on trouve assez peu de publications et les résultats obtenus sont parfois controversés, comme une étude récente de 2020. C'est pourquoi est né le projet Évasion, financé par le plan éco-antibio, qui a pour but d'évaluer l'impact de l'utilisation d'un autovaccin à Streptococcus suis sur le statut immunologique et le portage amygdalien des truies et de leur descendance. Ce projet se compose de deux volets, un volet expérimental mené à l'ANSES avec l'équipe de Corinne Marois et un volet terrain mené par l'INRA et Oniris et les vétérinaires d'Epidalis, le tout autour des autovaccins produits par le laboratoire Ceva Biovac. Et donc c'est dans le cadre de ce volet terrain que s'inclut ma thèse. Et pour ce travail, on se demande s'il existe des facteurs techniques et sanitaires impliqués dans l'efficacité des autovaccins à Streptococcus suis en élevage de porcs. Concernant le matériel et méthodes, donc nous avons commencé par choisir 12 élevages qui devaient répondre aux critères suivants. Les élevages devaient être suivis par les vétérinaires d'Epidalis, avoir en place un autovaccin fourni par le laboratoire Ceva Biovac et l'autovaccin administré aux truies devait contenir au moins une souche de Streptococcus suis. Ensuite, les élevages ont été classés en deux catégories, les élevages en succès et ceux en échec. Et cette classification s'est faite en suivant l'évolution de 3 critères à partir de la mise en place de l'autovaccin. On évalue donc la fréquence des épisodes cliniques de streptococcie, la morbidité et la mortalité qui y sont associées, et enfin on évalue la quantité de traitements antibiotiques réalisés afin de traiter les cas de streptococcie. Une fois les élevages sélectionnés, on a pu faire les visites d'élevage qui duraient de 3 à 4 heures avec un déroulement qui était toujours le même et une prise d'information sur le relevé que vous pouvez trouver à droite. Donc la visite se déroulait de la façon suivante, il y avait des temps de discussion avec l'éleveur qui permettaient d'aborder des points comme la biosécurité, la prophylaxie et la gestion de l'élevage. Ensuite, une visite de l'élevage donc par stade physiologique permettait d'observer les animaux, réaliser un rapide examen clinique et aussi donc faire une évaluation de leurs conditions de vie. Suite à la visite, il y avait un temps de débriefing avec le vétérinaire et enfin un temps de traitement des différents documents d'élevage récupérés. Toutes les informations récupérées lors de la visite ont été transformées en variables. On a obtenu environ 400 variables et une sélection a été faite sur des critères de variabilité, de disponibilité de l'information, de pertinence et de redondance afin d'obtenir 119 variables. Ces variables ont ensuite connu donc deux analyses statistiques successives. La première analyse est une analyse bivariée qui a pour but de tester l'effet d'une variable sur l'efficacité de l'autovaccin et donc en résultat on obtenait s'il existait un lien ou non entre les modalités de la variable et l'échec ou le succès de l'autovaccin. Les variables ayant obtenu une p-value différente de 1 à cette première analyse ont été conservées pour la seconde analyse qui est une analyse des correspondances multiples associée à une classification ascendante hiérarchique. Le but de cette analyse est de créer un profil pour chaque élevage en fonction du thème étudié. Et ensuite, les différents élevages, donc de par leur profil, sont regroupés dans des clusters. Et donc ce regroupement en clusters se fait grâce au rapprochement de certaines modalités communes. On obtient enfin s'il existe un lien ou non entre les différents profils et l'échec ou le succès de l'autovaccin. Et donc cette étude a été faite par thème et aussi de façon globale. Au niveau des résultats, donc à l'analyse bivariée, on a obtenu des résultats significatifs avec une p-value inférieure à 0,05. Donc là, à chaque fois, je vous présente les modalités liées à l'échec et je parle notamment de celles qu'on peut expliquer. Les autres non sélectionnées
laisse des soucis un peu de cohérence, et donc du coup on passera pas forcément de temps dessus. Donc dans les élevages en échec, on a observé qu'il y a des truies hyper prolifiques et que le meulage des dents est pratiqué. Ensuite, dans cette analyse bivariée, on a aussi obtenu des tendances avec une p-value comprise entre 0,05 et 0,1. Ici, dans les élevages en échec, on a au moins une mise à jour des souches composant l'autovaccin, ce qui est logique puisqu'en cas d'échec, on va essayer par le biais d'analyse d'isoler la souche qui serait responsable des cas et de l'inclure à l'autovaccin. Ensuite, on observe aussi que le changement d'aiguille est réalisé au mieux toutes les 5 truies lors de la vaccination et qu'il y a une corrélation temporelle entre les troubles digestifs et les cas de Streptococcus suisse. On a obtenu aussi des profils significativement différents au niveau des profils globaux d'élevage. Les élevages en succès présentent l'association d'une conduite de la quarantaine sans respect strict du tout plein tout vide avec nettoyage et désinfection entre deux lots de cochettes, associé à l'absence de troubles digestifs des porcelets en maternité, associé à une absence d'épointage des dents et associé à un faible nombre d'interventions sur les truies à la mise bas. A l'opposé, les élevages en échec se caractérisent par un statut rhinite atrophique positif, associé à au moins 2 statuts positifs pour des maladies respiratoires, et les individus touchés par le Streptococcus suisse sont de petits gabarits par rapport au reste de la bande. Pour la discussion, donc on va revenir sur certains points sur certains résultats d'études. Donc tout d'abord, l'hyperprolificité associée à l'échec de l'autovaccin. En effet, on sait que en cas de grande portée, il y a des conséquences sur la prise colostrale. Donc cela, ça a été grandement décrit, notamment lors des journées de la recherche porcine de 2019 par les travaux de Philippe Leneveu autour de la prise colostrale. C'est pour ça que je ne vais pas y passer trop de temps, mais globalement, lorsqu'il y a des grandes portées, il y a un risque plus important de déficit immunitaire, surtout pour les petits porcelets et les derniers nés, en lien avec une mauvaise prise colostrale. Et donc cette mauvaise prise colostrale limite l'efficacité de l'autovaccin puisqu'il y a un mauvais transfert des anticorps maternels au porcelet. Ensuite, concernant les pratiques à risque en maternité, on a vu que le meulage des dents est associé à l'échec de l'autovaccin. En effet, ce meulage entraîne des lésions à court et moyen terme et cela crée des portes d'entrée pour les agents pathogènes et notamment donc, pour tous les agents pathogènes de la sphère oropharyngée dont fait partie le Streptococcus suisse. Par croisement de variables, on a vu que le meulage des dents est globalement pratiqué dans les élevages à truies hyperprolifiques pour ce qui concerne notre étude. On a donc un contexte où on va avoir un potentiel déficit immunitaire chez les porcelets associé à la création de portes d'entrée pour les agents pathogènes. Donc on a donc là un terrain très favorable à l'infection. Ensuite, l'étude met aussi en évidence l'importance des co-infections. On a vu qu'en cas d'échec, les porcelets touchés sont souvent les porcelets qui présentent un retard staturo-pondéral. Dans les tout premiers temps de la vie, le déficit de prise colostrale peut être à l'origine ou être lié aussi au retard staturo-pondéral. Et donc on a des porcelets qui seront plus sensibles aux différentes infections. Infections qui, dans les premiers temps de la vie, vont être surtout des troubles digestifs. On a vu notamment que c'était quelque chose qui serait plutôt présent dans les élevages hyper prolifiques. Et on avait aussi vu qu'il y avait une tendance à avoir une corrélation temporelle entre les troubles digestifs et les cas de Streptococcus suisse. Donc tout ça peut impacter sur la croissance du porcelet. Ensuite, souvent un petit peu plus tardivement, on a les troubles respiratoires qui vont impacter la croissance. On a vu notamment qu'en cas d'échec, on avait plus de 2 statuts positifs pour les maladies respiratoires, puisqu'en effet, il existe donc un risque de surinfection par le Streptococcus suisse. Et par rapport à la rhinite atrophique, il est dit donc dans la littérature que Bordetella bronchiseptica prédispose au cas de streptococcine. Donc il reste toutefois des résultats à préciser, ceux que je ne vous ai pas forcément présentés. Et pour ça, on va augmenter le nombre d'élevages afin de confirmer ou non les résultats, notamment tout ce qui était contre-intuitif, par exemple par rapport à la tenue de la quarantaine. Et aussi, cette augmentation permettra de valider les tendances ou observations de cette étude. Donc pour conclure, ce travail nous donne des pistes à travailler entre vétérinaires et éleveurs
afin donc d'optimiser soit une mise en place d'autovaccin, soit un autovaccin déjà en place avec un petit manque d'efficacité. Donc autour du colostrum, il sera bon donc d'évaluer la prise colostrale et au besoin de l'améliorer. Il est important globalement au niveau de l'élevage de maîtriser les co-infections, puisqu'on a vu que qu'elles soient respiratoires ou digestives, elles vont favoriser les cas de streptococcie. Et aussi limiter certains facteurs favorisants, plus des aspects techniques, donc qui peuvent être discutés avec l'éleveur, comme par exemple le meulage des dents, la fréquence de changement des aiguilles. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être donc, voilà, discutées et modifiées assez rapidement. Merci pour votre attention et je tiens à remercier tous les partenaires de cette étude, donc les membres de l'UMR Bioépar, de l'INRA et d'Oniris, du laboratoire Ceva Biovac, les vétérinaires d'Epidalis et ainsi que l'ensemble de l'équipe du projet Évasion, et aussi un grand merci à tous les éleveurs qui m'ont ouvert les portes de leur exploitation.